Et maintenant, nous allons terminer avec François Gillon d'Antony sur que faire devant la suppuration chronique d'une prothèse pariétale abdominale. Il va être présenté par Philippe Marre. Bon, le temps passe. Il nous reste très peu de temps. Pour laisser suffisamment de temps à Jean-François Gillon, je dis simplement que nous lui avons proposé d'intervenir parce qu'il est très impliqué dans la chirurgie pariétale abdominale. En attendant que la communication se charge, je remercie donc Philippe Marre, le président, de cette opportunité de présenter ce topo, et je tiens à remercier dans l'Assemblée les maîtres qui m'ont formé et que je remercie de ça. Également de mon ami Jean-Henri Alexandre qui a accepté de commenter ce topo, et puis le professeur Palot, qui m'a prêté pas mal de diapositives venant de la grande expérience de l'école de Reims et avec qui j'ai co-signé déjà un article sur ce sujet. Alors heureusement, il s'agit d'une pathologie assez rare, car elle est très difficile à traiter, surtout quand il s'agit d'une prothèse mise en pathologie ventrale, comme disent les anglo-saxons, alors qu'en inguinale c'est beaucoup plus facile, et c'est pour ça que j'ai choisi de traiter les problèmes de suppuration chronique sur les prothèses abdominales. Alors, qu'il s'agisse d'une collection tardive ou d'un sinus chronique, vous avez ici des images, la prothèse est toujours infectée. Et alors se pose la question pour le chirurgien, faut-il la retirer, l'explanter, ou est-ce qu'on peut tenter de la conserver? C'est une considération qui pourrait être considérée comme un petit peu plus moderne. Le traitement classique d'une infection de prothèse, c'est de retirer complètement la prothèse, de l'explanter et de retirer complètement tous les moyens de fixation de la prothèse. Donc ça va régler rapidement le problème infectieux, mais ça va remplacer le problème infectieux par des problèmes tout aussi épineux qui vont être de réparer la paroi en milieu septique avec un défect pariétal bien plus grand que le défect initial. Donc, le premier temps, après l'ablation complète de la prothèse, dans une attitude classique, ça va être de fermer la paroi, un petit peu comme on peut. Et les difficultés de cette fermeture de paroi initiale, premier temps d'une chirurgie en 2 temps, la difficulté va dépendre un petit peu de la taille du défect. Et sur les petits défects, on va pouvoir tenter des sutures simples, avec ou sans une prothèse de Vicryl intra-abdominale. Mais rapidement, si les orifices sont un petit peu plus grands, si on se contente d'une suture simple, on va avoir un syndrome du compartiment abdominal qui peut être létal. Et donc, dès que le défect va être un petit peu grand, pour fermer l'aponévrose, il va falloir faire des incisions de décharge. La grande incision de décharge, qui est la composante de séparation technique qui a été décrite par Ramirez il y a quelques années, vaut mieux éviter de la faire à ce moment-là et la garder pour le deuxième temps, pour ne pas, entre guillemets, gâcher cette technique dans le premier temps qui est septique. Parfois on peut pas faire autre chose que de fermer juste la peau, et en fait on se met en situation d'éviscération couverte. On met juste une plaque de Vicryl dans l'abdomen, un contensor par-dessus la peau, et on attend la cicatrisation pour ensuite essayer de faire une réparation 6 mois à 1 an plus tard dans des bonnes conditions septiques. Et parfois même on peut rien fermer, même pas la peau. Et à ce moment-là, on peut faire donc des techniques de laparostomie qu'on avait connues il y a quelques années. Maintenant, on a les VAC. On pourrait tenter de mettre un VAC, mais quand on met un VAC, on risque de créer ou de développer des fistules du grêle. On peut essayer de ne pas mettre des prothèses de Vicryl, mais des prothèses biologiques. Mais si la prothèse biologique n'est pas recouverte elle-même, ça ne va pas marcher. Et on a à notre disposition des éléments, comme je vous ai fait ce dessin, avec des techniques de fermeture progressive du défect pariétal, avec ici un exemple, mais il y en a d'autres et d'autres marques. Alors là, on va avoir une collection des horreurs. Parfois, l'ablation de la prothèse complète, elle est obligatoire mais facile quand vous avez un gros séquestre comme ça, avec une prothèse qui flotte dans le pus, donc il faut la retirer et c'est facile. Parfois, il faut la retirer, mais c'est pas facile quand la prothèse est profonde, notamment quand la prothèse a été mise sous laparoscopie, par exemple, comme dans ce cas-là.
Et parfois, l'ablation de la prothèse, elle apparaît difficile ou risquée, du moins les parties qui sont trop bien intégrées, et notamment proches des viscères. Et donc, ça a conduit progressivement à la notion que peut-être on pourrait conserver une partie des bouts de la prothèse, des éléments de la prothèse, ceux qui sont bien intégrés. Et c'était M. Stoppa qui avait parlé de ça déjà il y a plusieurs années, en disant que peut-être qu'on pourrait, dans ces cas-là, essayer de conserver des fragments de la prothèse ou l'essentiel de la prothèse, pour autant que cette prothèse soit bien intégrée, en se contentant d'exciser les parties non intégrées de la prothèse. Alors quand la prothèse est en surface, c'est-à-dire quand elle est soit en avant de la ponérose, soit elle est en avant des muscles ou en arrière des muscles, mais en surface, eh bien on peut tout à fait sauver cette prothèse s'il s'agit d'une prothèse surtout d'un treillis, d'une prothèse macroporeuse, et en faisant des grands débridements chirurgicaux comme ici, ce sont donc des photos de Reims, et ensuite avec une cicatrisation dirigée, avec des soins attentifs, méticuleux, prolongés, et avec beaucoup de patience de l'équipe soignante et du patient lui-même. Et dans ces cas-là, finalement, les greffes cutanées ou les lambeaux de rembourrement sont rarement nécessaires, parce que si on fait correctement cette cicatrisation dirigée, eh bien la rétraction des berges fait que la plaie se referme et que les greffes ou les lambeaux sont rarement nécessaires. On peut gagner 1, 2 ou 3 semaines sur la cicatrisation en utilisant un vacuum système. Et dans ces cas-là, quand la prothèse elle-même à sauver n'est pas au contact du grêle, on n'a pas de risque de fistule, le risque de fistule dont je parlais tout à l'heure. Alors, maintenant, attitude plus moderne, maintenant, comme on a vu pour l'appendicite, maintenant, on dispose d'une imagerie très complète, aussi bien le scanner, l'IRM, et avec les images du scanner, de l'IRM, on peut commencer à envisager ou non de tenter de conserver cette prothèse. Alors là, je vais vous mettre plusieurs exemples. Ici, on voit la prothèse qui est là, qui est manifestement non conservable, avec une collection volumineuse, hétérogène, épaisse, et en fait qui correspond à une prothèse séquestrée, chiffonnée, non étalée. Là, il est clairement impossible de conserver cette prothèse, et il faut la retirer. Là, on est en inguinal, on n'est pas en abdominal, mais c'est un exemple qui est reproductible. Là aussi, vous avez une grosse collection qui est hétérogène, qui est épaisse. La prothèse à l'intérieur est une prothèse séquestrée, qui est plécaturée, qui n'est pas bien étalée. Et là, clairement, on ne pourra pas sauver cette prothèse qu'il faut explanter. À l'inverse, ici, plusieurs exemples où la prothèse peut être sauvée par, ici par exemple, un drainage sous scanner. Ici, c'est une prothèse ancienne. Et là, vous voyez, il y a une collection ici qui est liquidienne, qui est homogène, il n'y a pas de fistule digestive, la prothèse est bien étalée, et donc on a pu sauver cette prothèse par un drainage queue de cochon réalisé sous scanner, avec antibiothérapie par voie IV. Parfois, on peut même la faire en local. Il y a des cas où ça marche, mais bien entendu, ça ne marche pas dans tous les cas. Et une des plus grandes séries françaises a été la série du Club Célio, qui a été publiée par Hubert Johannet dans le Journal de chirurgie en 2011. Un autre exemple, là on va détailler tout doucement, ça c'était un patient donc, qui avait une collection ici au contact d'une prothèse de cure de hernie inguinale mise 10 ans plus tôt, avec des agrafes qui sont là, vous voyez la collection qui est là. Le radiologue, la ponction sous scanner ici avec l'aiguille, opacification de la cavité d'abcès, lavage, drainage, mise en place d'un petit drain de queue de cochon pendant quelques jours, antibiothérapie prolongée, et la prothèse a pu être sauvée. Et il se trouve que, tout à fait par hasard, j'ai été amené à opérer ce patient 1 an plus tard d'un cancer du rectum, et je suis allé voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé au contact de cette prothèse, et en fait, c'était l'appendice, la pointe de l'appendice qui était allée se coincer dans la péritonisation de la prothèse et qui avait créé cet abcès. Donc on lui a retiré l'appendice, on l'a guéri de son cancer du rectum, et tout ça en sauvant la prothèse pariétale. Alors,
L'imagerie aide également pour essayer de déterminer quelles sont les zones de la prothèse que l'on doit exciser et quelles sont les zones de la prothèse que l'on peut espérer préserver. Et ici, on peut s'aider d'un fistuloscanner, comme ici. C'est une prothèse de Gore-Tex qu'on ne met pratiquement plus maintenant, mais on voit ici l'injection de produits opaques et la prothèse de Gore-Tex, et on a pu exciser cette partie-là tout en conservant le reste de la prothèse. Alors, on a vu cette fistule au scanner, et puis en fait, on peut faire quelque chose de beaucoup plus rustique, un petit peu inspiré du traitement des fistules anales, en injectant du bleu. Et vous voyez ici un sinus chronique sur une prothèse. On injecte du bleu de méthylène dans le trajet de ce sinus chronique, et ensuite, on excise le trajet, comme on ferait pour une fistulectomie de fistule anale. Et cette technique, qui est déjà ancienne, qui avait été décrite il y a au moins une quinzaine d'années par l'équipe d'Amiens, a été remise au goût du jour par Pierre Vérag, et moi je l'ai utilisée à plusieurs reprises avec grand succès. Et on peut le faire donc en local. Et voilà un autre exemple. Vous avez un patient qui avait une longue histoire et qui s'était terminé donc sur une bille sous-costale par une grande prothèse. Vous voyez ici un abcès tardif, pratiquement 1 an après la cure, avec ici la collection. Et en fait, par un petit abord local, on a excisé le cornet de prothèse. Là, j'ai mis un lioban avec 2 drains aspiratifs de Redon, ce que moi j'appelle le vac du pauvre, c'est moins cher, et ça marche tout aussi bien. Et voilà. Donc, particularité des prothèses mises sous laparoscopie, eh bien, quand on met les prothèses, quand on fait des cures d'éventration sous laparoscopie, le risque d'infection est diminué d'un facteur 10, hein, c'est beaucoup moins fréquent, mais c'est beaucoup plus difficile à soigner. Je vous ai montré un exemple de drainage au scanner, et on va conclure, si les lumières s'allument. Que faire devant la suppuration chronique d'une prothèse pariétale abdominale? Eh bien donc, vous l'avez vu, discussion entre le chirurgien, le radiologue interventionnel, l'infectiologue en fonction du germe, et pour évaluer si la prothèse apparaît conservable ou non, ce qui suppose, vous l'avez vu, technicité, ténacité, patience, et puis si on n'arrive pas à la conserver, eh bien on fait un explant, un traitement en 2 temps, ce qui n'est vraiment pas forcément plus facile. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-François Gillon. Cher professeur Alexandre, vos commentaires sont très impatiemment attendus. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire Général. Je suis toujours très heureux et très fier d'avoir à mes côtés des amis et des élèves comme secrétaire général de l'Académie, et puis des élèves qui sont parmi l'assistance aussi. C'est toujours très agréable, ça me rajeunit, n'est-ce pas, monsieur? Bon. Ce problème auquel s'est attaché Gillon est un problème qui effectivement intéresse beaucoup de personnes qui s'occupent de parois, car quand on se trouve dans une suppuration profonde ou superficielle, faut-il enlever partiellement ou totalement la prothèse? Et puis, comment faut-il fermer à ce moment-là? Et surtout, comment faut-il prévoir le futur? Parce que finalement, on était dans une éventration, elle a été traitée, et puis ça a raté, et puis il faudra recommencer. Par conséquent, le traitement qui a été montré très bien ici par Gillon est un traitement préalable et doit être déjà penser ce qui va être le 2e traitement au moment de la refermeture de l'éventration, quelques mois plus tard. Il s'agit donc d'un problème qui est beaucoup plus difficile pour une éventration médiane que lorsqu'il s'agit d'une suppuration sur une prothèse en cas de hernie inguinale, où le problème est relativement beaucoup plus local. Alors mes commentaires se porteront sur plusieurs points, quelques points techniques, la fréquence de ces suppurations sur prothèse, et puis la prévention. Est-ce qu'on peut réduire un peu la fréquence de ces infections qui sont quand même graves, puisqu'il y a des morts parfois par sepsis généralisée. Alors concernant les points techniques, ils ont été parfaitement décrits,
Je fais des compliments, hein. Et il m'avait demandé que je fasse des compliments. Ils ont été parfaitement décrits par Gillion. Et en particulier les choses les plus récentes, qui sont les ponctions sous scanner ou sous échographie, qui permettent dans des cas particuliers de conserver la prothèse et par conséquent de ne pas ouvrir le champ d'une thérapeutique très compliquée secondaire. Il y a une publication récente d'Aguilar qui a montré sur plus de 20 cas qu'il a pratiquement pu, dans tous les cas, et ça m'a beaucoup étonné, ne pas enlever de prothèse grâce à des ponctions réalisées sous écho et sous scanner. Les procédés de nettoyage-drainage de la paroi ouverte infectée par le VAC et ses dérivés sont effectivement très très utiles. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette cicatrisation des plaies ouvertes est très longue. Il y a un travail récent qui a montré, ce sont deux auteurs, Chung et Smider, sur 15 patients qui nécessitèrent 18 interventions, dont 8 ablations complètes de prothèses et 10 partielles, que la moyenne de durée de la cicatrisation a été de 3 mois lorsqu'on a pu enlever toute la prothèse et de 4 mois lorsqu'on a laissé un certain nombre de centimètres carrés, mais que, à ce terme, la paroi n'était encore pas cicatrisée et il fallait attendre 19 mois pour pouvoir avoir une paroi fermée. Ça pose donc un très gros problème de durée d'hospitalisation et c'est un problème qui nécessite effectivement de s'y pencher et je trouve que ça a été une bonne place à l'Académie d'avoir cette présentation. Monsieur Gillion nous a parlé de la fréquence en disant qu'effectivement elle est faible. Si on regarde les statistiques, en effet, la fréquence est de l'ordre de 2 à 8%. Alors vous me direz, c'est beaucoup quand c'est 8%, c'est pas trop quand c'est 2%, comme c'est la statistique de l'équipe de Reims qui a une des grosses expériences de ces échecs de la chirurgie des éventrations, échecs qui ne sont pas tous venus de chez eux, mais ils ont récolté beaucoup de malades qui venaient de la périphérie. Alors 2 à 8%, eh bien ça représente un chiffre relativement important. Mais il faut relativiser ça au nombre de malades qu'on opère chaque année. Alors il faut savoir qu'en France, actuellement, on opère plus de 70 000 éventrations ventrales par an. Sur ces 70 000 éventrations, c'est donc un beau chiffre, il faut savoir que maintenant, les chirurgiens, dans un accroissement progressif, sont arrivés à mettre en place environ dans 75 à 80% des cas une prothèse. Il y a des cas où on n'en a pas besoin et il y a des cas où il y a des gens qui sont rebelles. Je me permets de dire, moi quand je suis parti d'Algérie, cher monsieur, j'ai fait des études là-bas, j'avais déjà la notion, j'avais dans ma main une prothèse de Mercilène à l'époque que mettait mon maître Bourgeon. Mais quand on a commencé à créer le greppa en 1979, la lutte première a été d'implanter dans l'esprit, non pas dans le corps, les prothèses synthétiques. Car qu'est-ce qu'on redoutait à mettre des prothèses synthétiques? Eh bien justement, l'infection. Et c'est à cause de cette infection qui venait comme une menace permanente qu'on a mis beaucoup de temps à accepter les prothèses dans la chirurgie pariétale. Et comment est-ce qu'elle est venue, cette fréquence accrue de l'implantation? Eh bien, non pas par le travail du greppa, par les publications qu'on a faites, mais uniquement par l'avènement de la celluliochirurgie, parce que, à travers la celluliochirurgie, on s'est mis à mettre des prothèses par celluliochirurgie, et à ce moment-là, les gens ont dit, bien oui, une prothèse, ça peut servir à quelque chose, et on a commencé à en mettre. Quand on regarde le PMSI en 2003, il y avait seulement 43% des chirurgiens français qui mettaient des prothèses dans les éventrations. On arrive maintenant à 75-80% selon les cas. Je crois que c'était intéressant de relativiser cette fréquence des suppurations profondes par rapport à l'ensemble des interventions qui sont faites pour éventration. Alors ça, c'est la question que je voulais traiter en premier. Et maintenant, 2 mots sur la prévention.
est-ce qu'on peut réduire le nombre de ces suppurations? Eh bien, il semblerait que oui. D'abord, en insistant quand même encore, je suis absolument désolé de le dire ici parce que tout le monde ici le sait, mais il faudrait le dire aux plus jeunes, l'asepsie est fondamentale. Il faut changer de gants au bout de 3 heures. Il faut, pour certaines équipes, dès qu'une opération chirurgicale dure plus que 4 heures, nettoyer entièrement le champ opératoire en chirurgie ouverte. C'est l'asepsie, bon. Ensuite, est-ce qu'il y a des voies d'abord qui prédisposent davantage à l'infection? On peut répondre oui, mais ça vient de la part des laparoscopistes. Les gens qui traitent les éventrations par laparoscopie ont moins fréquemment que ceux qui utilisent la voie ouverte des suppurations profondes. Mais ça mérite des études comparatives, elles ne sont jamais exactes, parce que ceux qui font de la chirurgie laparoscopique ne sont pas les meilleurs pour la chirurgie ouverte irréversiblement. Alors, est-ce qu'il y a une incidence sur le site des prothèses? Eh bien oui. Quand on fait une cure d'éventration et qu'on place une prothèse en onlay, c'est-à-dire en sous-cutané, eh bien, on a un nombre de suppurations importantes. Et beaucoup d'auteurs ont repris récemment des études soi-disant comparées, ils ont dû arrêter, en particulier une étude de l'EHS qui avait démarré sur la comparaison entre les études plaçant une prothèse en sublé, c'est-à-dire en rétromusculaire, par rapport au onlay. On a dû arrêter très vite car les résultats de la chirurgie par onlay, sur le plan de la réparation pariétale, sont mauvais, et sur le plan qui nous intéresse aujourd'hui, l'infection, sont également très mauvais. On doit enlever très fréquemment les prothèses. Certains ont eu de bons résultats, en particulier mon ami Chevrel, mais il était très maniaque, il faisait très très bien, il faisait de l'asepsie rigoureuse, et tout le monde n'est pas aussi sélect que lui. Le sublé, c'est-à-dire la prothèse en position rétromusculaire, c'est la méthode que mes maîtres m'avaient appris, et que j'ai pratiquement utilisé dans 80% des cas. Elle donne de très bons résultats sur le plan pariétal, ça donne des parois toniques, musculaires, et pas des réservoirs à viscères comme d'autres techniques. Ça donne quelques suppurations, mais l'avantage, s'il y a une suppuration, elle est en dehors du péritoine, et par conséquent, on peut s'en débrouiller en ouvrant, en faisant un débridement, en enlevant la prothèse partiellement ou totalement, et en faisant un bon nettoyage. La prothèse intrapéritonéale, eh bien, soi-disant, les laparoscopies disent qu'on n'a pas beaucoup de suppuration, mais ils ont beaucoup de sérums. Et on sait très bien que les sérums, ben, c'est également un point de départ d'infection. Par conséquent, ils disent qu'ils ont moins de suppuration avec une pose de prothèse intrapéritonéale, mais il y a un autre écueil, c'est que pour mettre des prothèses laparoscopiques, eh bien, il faut des prothèses à biface. Et alors là, on est encore dans un autre problème, c'est celui de la qualité des prothèses. Ces derniers points que je veux soulever. La qualité des prothèses compte. Effectivement, tout à l'heure, on a très bien vu par les belles images que nous a rapportées Gillion, qu'on pouvait enlever très facilement certaines prothèses. Quelles prothèses? Celles qui ont une porosité nulle, comme le Gore-Tex. Alors le Gore-Tex, moi j'en ai mis comme tout le monde à un certain moment, on avait que ça pour les réparations intrapéritonéales. Donc les prothèses à faible porosité sont manifestement des vectrices d'infection davantage que celles qui ont des grosses mailles, qui s'incorporent davantage. La deuxième chose, c'est la façon de placer les prothèses. Là aussi, Jean-François, tu nous as très bien montré que quand on a une prothèse qui n'est pas posée à plat, c'est-à-dire quand il y a des replis, dans les replis, eh bien, ce sont des sources d'infection et on a un point de départ d'une suppuration profonde. Par conséquent, il faut là aussi faire très attention. C'est une mesure de prévention pour éviter les infections. Placer bien les prothèses, bien les fixer et qu'elles soient bien tendues. Alors, on a étudié les prothèses induites. J'ai vu une étude récente de Dietz, qui est un Brésilien qui a émigré à Würzburg, que vous connaissez bien. Eh bien, lui, il a fait des études avec des prothèses induites de vancomycine et de gentamicine.
et ça ne donne aucun résultat favorable, elle n'apporte aucun avantage, il faut le savoir. Elle coûte plus cher. Quant aux prothèses biologiques, quand elles sont placées en intrapéritonéal, elles sont non plus pas un apport particulier, elles ne résistent pas plus à l'infection qu'une prothèse synthétique, et donc elles n'ont pas, à ce titre-là, un intérêt particulier. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette association de gestes de prévention et de l'expérience qu'on a? Bien, c'est que le premier temps doit être un temps méticuleux et, si possible, enlever le maximum de matériel qui est mobile, essayer de conserver le reste, mais surtout, il faut ne pas réaliser dans un premier temps une opération de type Ramirez qui condamne les gaines, les aponevroses sous-jacentes qui pourront servir ultérieurement à refermer. Personnellement, je dois dire, nous avons eu une expérience qu'on avait chiffrée à 435 cas de prothèses en subway. Nous avons eu 4 suppurations profondes, dont un décès par sepsis. Dans cette expérience-là, nous n'avons pas trouvé davantage pas davantage à rechercher de fermer autrement que selon notre technique habituelle. C'est-à-dire que le Ramirez, je l'ai jamais fait. Il y a beaucoup d'auteurs, et j'ai demandé récemment, j'étais voir Palot opérer à Reims, je suis toujours fanatique dans la chirurgie pariétale, et je lui ai demandé combien d'opérations de Ramirez, qui sont des opérations d'aponévrotomie qu'on coupe en profondeur et qu'on resuture, combien d'opérations de Ramirez il avait faites. Je crois qu'elle se compte sur la moitié de la main, donc très peu. Or, on voit dans la littérature beaucoup d'auteurs, et en particulier les plasticiens, qui proposent les opérations de Ramirez et les dérivés. Et pourquoi est-ce qu'ils proposent ça? Parce que ce sont les plasticiens et qui ne connaissent pas les interventions utilisant les prothèses synthétiques à bon escient. Et puis, les aponévrotomies, j'ai vu que Prémont était parti tout à l'heure, mais qui ont été prônées par Prémont et Cloteau, les aponévrotomies en grande lignée sur les grands droits qui permettent de gagner chaque fois au moins 7 cm de chaque côté. Merci beaucoup. Merci professeur Alexandre pour ce condensé de pariétologie qui répond à toutes les questions que vous vous posiez peut-être encore. Il y a néanmoins la place pour une remarque par un pariétologue ou non? Professeur, alors docteur Pellissier, vous voulez dire quelque chose comme grand pariétologue présent? Jean-Henri a tout dit. Très bien. Je crois qu'on ne va pas prolonger la séance. Très bien. Il me reste à remercier tous les intervenants, les commentateurs et les membres qui ont assisté à la séance jusqu'au bout. Je vous prie d'excuser le retard lié à l'intérêt des différentes communications. Et je me permets de vous rappeler la séance prochaine, la séance franco-chinoise qui parlera de chirurgie hépatique et pancréatique avec 3 collègues chinois qui viendront nous rapporter leur expérience. Merci et bonne semaine, à mercredi prochain.